doute par les Ukrainiens que si il y a un processus de paix sérieux, un processus de paix, à un moment donné, ce processus de paix, il faudra faire des compromis de part et d'autre. Et un élément de compromis, ce sont les territoires. Alors je crois que ça, il n'y a sûrement pas un responsable ukrainien qui ne l'a pas en tête, même s'il l'exclut politiquement. Aujourd'hui, quand même, la très bonne nouvelle, je le répète, c'est que Donald Trump a levé le doute, mais pour l'instant, à l'instant où nous parlons, il a levé le doute sur le fait que son objectif c'était le cessez-le-feu et c'était pas de commencer à faire un deal territorial avec Poutine. C'était ça la hantise. Comment en est-on arrivé là, où on dit tranquillement au président de la République, pourtant Dieu sait s'il soutient l'Ukraine, c'est un soutien historique et massif de l'Ukraine, mais vous aussi, vous dites oui, il faudra des concessions territoriales, ça paraît incroyable. Pendant des années, on a dit non, on va récupérer jusqu'au dernier centimètre carré, Crimée comprise, la Crimée, il y avait parfois des hésitations, mais au moins de l'Est de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que la paix serait possible autrement ? Je vous pose la question. Plus de pression sur Vladimir Poutine, évidemment. Je suis désolée, mais Donald Trump ne pose quasiment aucune condition à Vladimir Poutine, à part relancer des sanctions. Ensuite, lorsqu'on parle d'échange de territoire, on est en train de basculer dans cette ligne narrative. Emmanuel Macron est en train de basculer dans cette ligne narrative. Or, qu'est-ce qu'on échange contre quoi ? Je rappelle quand même que les Ukrainiens ont été repoussés de la région de Koursk, en Russie, qu'ils avaient réussi à occuper pendant quelques mois. Donc, à ce jour, est-ce que l'Ukraine détient des territoires russes ? Non. Ça veut dire que... Un tout petit peu. Il y a un petit bout à Koursk. Dans la rue de Koursk. C'est minuscule. Une bande de quelques centaines de mètres. Donc, à ce jour, encore une fois, de quel échange de territoire parle-t-on alors que la Russie contrôle quasiment 20% de l'Ukraine ? La Russie a envahi 20% de l'Ukraine. Ce n'est pas un échange de territoire, il faut qu'on change aussi de champ lexical. Et Emmanuel Macron aussi bascule là-dedans. C'est de la question du fait de repousser nos propres lignes mentales et notre propre capacité d'acceptation de certaines contre-vérités dans le récit de ce conflit. On est en train de parler de cessation de territoire. Donc arrêtons aussi de parler de territoire. Le principal narratif russe qu'on n'est pas en train d'accepter, c'est qu'il faut négocier. Rappelez-vous, allez là, sur les réseaux sociaux, vous verrez à quel point par les là, soutiens de l'Ukraine disent, avec raison évidemment de leur point de c'était pas vue, prévu. négocier, c'est le pétainisme, c'est le défaitisme, c'est être Dis-moi dans les capitulaire. Et là, commentaires si vous en voulez. j'entends même le conseiller de Volodymyr Zelensky dire oui, on va négocier avec Vladimir Poutine. Oui, mais l'Ukraine a admis ça depuis quand même un certain nombre de mois. Mais c'est un narratif russe. Non, pas du tout. C'est plus un narratif russe. La négociation. En fait, non, la négociation, Volodymyr Zelensky s'est exprimé très largement là-dessus depuis un certain temps. Oui, on n'est plus dans Churchill en tout cas. On ne peut pas dire que ce soit très churchillien de dire on va négocier avec les Allemands quand même pour négocier leur céder. Laquelle différence, ça veut dire qu'en fait le diable est dans les détails. Ah bah là c'est pas un détail. Ah si, c'est 19% de l'Ukraine. Non, attendez. Qui est occupé par les Russes. Le diable est dans le détail. Ça veut dire que les Ukrainiens n'acceptent pas la cessation de leur territoire. Ils acceptent le fait que pour finir la guerre, il faudra se mettre à table et accepter le fait de bataille que les Russes sont présents sur 20% de territoire. Parce que c'est un fait réel. Et moi, je vais rester comme ça. En fait, je débute en 4K. Mais là, je peux pas. La France est extrêmement généreuse et Apparemment, puissante. normal. Il y a toute l'Union européenne, Je vais 450 laisser millions comme ça. d'hommes. Ça marche. Un des plus grands budgets de la Terre. vidéos, pour le La moment, France je vais faire aide comme ça. puissamment l'Ukraine. Pourquoi tout à coup on nous dit non, désolé, on ne peut pas reconquérir les territoires? Et que je depuis l'offensive ukrainienne, l'échec de l'offensive ukrainienne à l'été 2023, les Ukrainiens savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de libérer les territoires conquis. Même avec l'aide européenne. Pour le moment. Peut-être. Alors il y a une option stratégique, c'est de dire on continue cette guerre et on cherche, et peut-être qu'à force d'usure, la Russie finira par. Le rapport de force rebasculera en notre faveur, nous Ukrainiens, et qu'on pourra peut-être à ce moment-là relancer des opérations. Regardez la carte du Corriere della Sera. Elle est très intéressante parce qu'elle montre précédemment les territoires que là les Ukrainiens avaient pu reconquérir, n'est-ce pas? Oui, c'est le territoire en bleu. En 2022, il y avait une grande attaque de la part des Russes et il faut le noter quand même, en 2022, l'Ukraine n'avait pas autant d'aide aussi de la part de l'Union européenne les premières semaines, les premiers mois, et là où l'Ukraine a montré sa résistance. Mais en même temps, actuellement, l'Ukraine est quand même dépendante du point de vue d'armement, du point de vue aussi de cette pression concernant les sanctions sur la Russie. Et c'est surtout la question, je pense, à l'Union européenne, justement, à l'Occident. Est-ce que l'Occident et l'Europe pourraient encore tenir et aider vraiment de l'ampleur à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse reconquérir ses territoires? Et il y a encore un autre point quand même assez important, c'est les ressources humaines. L'armée ukrainienne n'est pas aussi nombreuse que l'armée russe actuellement, même si on dit que les Russes perdent 3 fois plus d'hommes que les Ukrainiens.
ukrainiens, mais c'est quand même un point important. Et apparemment, on ne peut pas mettre les militaires occidentaux sur le territoire ukrainien pour qu'ils viennent en renfort. C'est bien évident, parce que sinon ça va être une escalade, comme on dit. Donc pour le moment, c'est pas le cas. Mais en même temps, moi je me demande pourquoi on a dû attendre jusqu'à quand même l'été 2025, pourquoi on n'a pas fait ce sommet. On a déjà essayé bien sûr de le faire au printemps avec cette coalition des volontaires, mais l'été dernier, justement, vous aviez parlé concernant les régions de Koursk qui a été prise par les Ukrainiens. L'été dernier, on avait quand même beaucoup plus d'avantages du point de vue des territoires. L'armée ukrainienne avait encore beaucoup d'hommes qui malheureusement ont décédé aussi et ont été tués dans les batailles ces années-là. Les civils aussi, on avait énormément de pertes. Pourquoi on n'a pas fait cela même avec Biden? Malheureusement, l'Europe a pris énormément de temps, je pense, à vrai dire. Et on le reproche malheureusement que cela ne se passe que maintenant. En tout cas, s'il faut négocier, regardez ce que dit Politico sur ce que seraient les conditions posées par l'Ukraine. Avant le sommet de l'Alaska, Politico liste les principaux intérêts stratégiques de l'Ukraine qu'elle souhaiterait défendre, peut-être dans cette réunion tripartite où, s'ils l'acceptent les uns et les autres, président Trump, président Zelensky et président Poutine se retrouveraient, ça correspond à un cessez-le-feu durable, donc avec des garanties de sécurité. La Russie devrait payer pour ses crimes de destruction. C'est ça, on parle ici des demandes ukrainiennes et certaines évaluations parlent de 1000 milliards de dollars. Les garanties de sécurité, qu'est-ce que ça peut être, notamment une couverture de l'OTAN et le retour des enfants déportés et des prisonniers de guerre rentrant chez eux. Un mot là-dessus. Il faut voir dans quelle question, je vais répondre là-dessus, il faut juste voir dans quel terme Donald Trump pose aujourd'hui le débat. Lorsque Volodymyr Zelensky lui répond en disant « mais l'Ukraine n'est pas prête à céder des territoires », elle dit « ah bon, il n'est pas prêt à céder des territoires, mais il est prêt à continuer à tuer des gens », comme si c'était Volodymyr Zelensky en fait qui avait décidé de faire cette guerre. Ensuite, sur ces conditions-là, et justement parce que l'Ukraine demande. D'abord, elle ne veut pas l'amnistie que propose la Russie dans les négociations en Turquie, dans les négociations russo-ukrainiennes en Turquie. Elle ne veut pas d'amnistie, elle veut la possibilité de poursuivre en fait pour tous les crimes qui ont été commis sur le territoire ukrainien. Lorsqu'on parle de territoire, on ne parle pas seulement de territoire géographique, on parle aussi de gens. Il y a des milliers de personnes qui ont été déportées de ces territoires, il y a eu des déplacements massifs de population, il y a des milliers d'Ukrainiens, d'enfants qui sont dans les prisons russes aujourd'hui dans des conditions de torture épouvantables, de civils, de militaires, il y a des prisonniers politiques, il y a des enfants déportés. Ce sont toutes ces choses-là en fait qu'aujourd'hui veut l'Ukraine. Et ce que veut l'Ukraine par-dessus tout, c'est que les États-Unis et les Européens soient à ses côtés pour exiger et mettre la pression sur la Russie afin que ces demandes-là, qui sont des demandes absolument légitimes, soient satisfaites. Et là, on comprend pas le choc que ressentiront les gens en voyant à la même table Poutine et Zelensky, parce que les gens qui ont vu leurs enfants déportés, de voir que leur président se trouve à la même table que le président Poutine, ça va être très difficile à accepter pour eux. En fait, en gros, actuellement, il y a trois plans. Il y a le plan américain, il y a le plan ukrainien, il y a le plan russe. Et en fait, sociologiquement, en Ukraine actuellement, même avant cette rencontre de 15 août, alors, on a fait un sondage qui montre que le plan russe est rejeté par la majorité des Ukrainiens. Plus de 70% des Ukrainiens rejettent le plan russe. Le plan russe, c'est on garde les quatre territoires qui sont déjà inscrits dans la Constitution, on garde la Crimée, vous désarmez complètement, on vous refuse d'entrer dans quelque organisation que ce soit, etc. Donc ce plan-là, il est rejeté. Le plan américain, il est à mi-chemin. C'est-à-dire que apparemment, ils veulent reconnaître l'annexion de la Crimée, mais et peut-être même du Donbass, mais pas l'ensemble des territoires. Ils veulent donner un peu plus de garanties. Et donc, la population ukrainienne rejette aussi, enfin, n'est pas très chaude pour ce plan-là. Et donc, actuellement, quand même, il faut bien savoir que c'est le plan ukrainien qui est majoritaire sociologiquement en Ukraine. Attardons-nous au précédent, parce qu'il y a un précédent, c'était à Paris, en 2019, à l'Élysée. C'est la seule fois que les deux présidents, le russe et l'Ukrainien sont rencontrés. Regardez, l'image est fascinante. Donc on est là en décembre 2019, à l'Élysée. À l'époque, Madame Merkel est chancelière d'Allemagne. Tout le monde a un peu vieilli, visiblement. Le poids des responsabilités et parfois des difficultés. Bah, surtout Zelensky, hein, regardez, il est jeune, là maintenant, la guerre l'a marqué. En fait, il est devenu un homme mûr,
d'un côté et de l'autre côté un vrai chef d'État. Moi, je dirais que l'Ukraine, c'est G8 actuellement. En fait, si vous la voyez sur la scène internationale, en fait, Zelensky participe quasiment à toutes les rencontres importantes dans le monde. Et c'est devenu une puissance militaire. En Europe aussi, il faut se la première. C'est la première puissance militaire européenne. Oui. Ça, c'est le format dit de Normandie. Qui a été mis en place en 2014 avec la France et l'Allemagne qui ont tenté de prendre l'initiative en fait, en tout cas d'être les médiateurs dans des négociations entre la Russie et l'Ukraine, la Russie disant qu'il y avait une guerre civile en Ukraine et qu'elle n'était absolument pas partie de ce conflit. Parce qu'il faut rappeler que la guerre d'Ukraine a quand même, et l'invasion russe de l'Ukraine a commencé en 2014 et que pendant des années, eh bien, le couple franco-allemand a essayé de négocier, d'abord François Hollande, ensuite Emmanuel Macron, eh bien, de faire en sorte que la Russie respecte ses engagements dans le cadre des accords de Minsk. Volodymyr Zelensky n'est pas fondamentalement opposé à une négociation sur le statut du Donbass et sur le statut de la Crimée. Il l'a dit au tout début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en mars 2022. Il a dit on peut mettre cette question sur la table pendant 10 ans, 15 ans pour ce qui est de la Crimée, à condition qu'il y ait des référendums, à condition que voilà, en sachant que Vladimir Poutine, lui, réclame la fédéralisation de l'Ukraine. C'est un projet qui est sur la table depuis 2014. Les hommes se connaissent. Il faut rappeler que Volodymyr Zelensky a travaillé à la télévision russe. Il a été une très grande star de la télévision russe, à une époque d'ailleurs où c'était évidemment déjà une dictature, mais il ne travaillait pas dans la politique, il travaillait dans le divertissement. Mais enfin, c'est une très grande star de la télévision russe. Ils se sont parlé cependant que là. Et ça ne s'est pas très bien passé. C'était déjà tous les rapports rapportent Richard Berly. C'est la preuve qu'en fait Poutine ne voulait pas. Parce que c'est très important ce que vous venez de dire. Parce qu'en fait Zelensky s'est fait élire en fait sur le possible règlement du conflit dans le Donbass. Et en fait, il était vraiment volontaire de faire ça. Son programme d'élection de 2019 était, la question principale, c'était ça. Et en fait, c'est Poutine qui a tout cassé. Zelensky voulait entrer en parler, bien évidemment. Après, c'est les détails, c'est combien de temps ça prendrait, les conditions, etc. Mais Poutine ne voulait pas, et bien évidemment, à cette époque-là, il le prenait comme un petit acteur qui est venu du monde de showbiz, qui ne comprenait rien en politique, qui était trop jeune, et donc il pensait qu'il allait se le mettre dans la poche. Et quand il a commencé la guerre, il croyait qu'il allait fuir. En fait, tout le monde croyait qu'il allait quitter le pays, que l'Ukraine était là. On fait des vidéos comme ça. Il se trompait complètement, mais il le croyait qu'il pouvait prendre l'Ukraine en 3 jours. En tout cas, cette fois, la position de la présidence ukrainienne est claire. Elle s'est exprimée tout à l'heure sur LCI. Le conseiller de Zelensky, Podolyak, dit oui, pour nous, c'est même le format idéal. C'est le seul format qui serait vraiment efficace. C'est les 3 présidents ensemble. Écoutez-le. Cette fois, il y aurait Trump, mais aussi le président Zelensky et le président Poutine. Vous, à Kiev, est-ce que vous y êtes favorable? Bien sûr, la rencontre tripartie est le seul format acceptable. La présence du président ukrainien est obligatoire. Donc la question vraiment cruciale qui va décider Trump, c'est le cessez-le-feu. Et puis, bien évidemment, c'est la présence de président ukrainien qui doit être obligatoire, c'est le seul format qui peut être acceptable pour les négociations. Le reste n'est pas possible. Voilà, donc si on comprend bien, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le président Trump dit oui, nous sommes prêts, l'Ukraine dit oui, on n'attend plus que la réponse de Vladimir Poutine. En quelque sorte, absolument, et Vladimir Poutine, qui évidemment est absolument responsable de ce qui se passe, qui évidemment devrait répondre à la justice. Toute la question, c'est prenez seulement les Européens dont on parle, qui étaient cet après-midi devant leur écran en train de parler à Donald Trump. Leur fameuse force de réassurance, et là je parle sous le contrôle du colonel Goya, ça fait plus d'un an qu'Emmanuel Macron a mis ça sur la table. Déploiement éventuel de soldats qui sont devenus une force de réassurance loin du front. Attention, loin du front. Ça, c'est ce dont on a parlé cet après-midi avec la coalition des volontaires. Bien, là, je me tourne vers Elena. Bien sûr qu'il serait bon que, dans un monde idéal, que cette force de réassurance, elle se déploie, que l'Union européenne mette le paquet, qu'elle l'équipe, voire qu'elle l'utilise contre la Russie. Sauf que les Européens ont déjà dit non. Ils ne se déploieront pas sans le soutien des Américains. Ils l'ont déjà dit, il faudra que Trump, alors peut-être que ça va changer, il faudra que Trump donne son feu vert. Si Trump refuse le déploiement, ils n'iront pas. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous exercer des pressions suffisantes sur Vladimir Poutine?
La situation est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend, c'est comme si les autres étaient demandeurs en quelque sorte. On attend que Poutine veuille bien dire oui, d'accord, je veux bien venir en Réunion. C'est comme un retournement de situation fou. On a dit pendant des mois, c'est un paria, il ne faut surtout pas lui parler. Maintenant, c'est retourné au point où on attend la réponse du paria qui voudra bien dire d'accord, je viens à la table. Avec cette réunion en Alaska, ce n'est plus un paria. Ça y est, c'est terminé. Vous avez une rencontre au sommet. Donc vous avez Trump qui, comme Midas, a touché du doigt et transformé en or. Ou blanchi complètement Vladimir Poutine, puisqu'il le considère comme un égal. Il va le rencontrer à mi-chemin pratiquement dans les deux empires. Voilà, Trump n'a jamais dit le moindre mot sur le droit international, sur quoi que ce soit. Et donc oui, ça y est, ce n'est plus un paria. Mais oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait une rencontre bilatérale entre la Russie et les États-Unis. Ils ont bien des sujets en commun. Emmanuel Macron, de toute façon, c'est vraiment une vraie banalisation et un retournement du discours. Alors après, côté français, on voit quand même Emmanuel Macron qui tente souvent de louvoyer entre ce qu'il fait sur le plan stratégique, à savoir le réarmement, une vraie vision aujourd'hui de ce que peut être la France dans une situation de guerre de haute intensité, etc. Enfin, vraiment un entraînement et un réarmement. Peut-il refuser? Est-ce que Poutine peut se payer le luxe de dire non? Bien sûr. Non à Zelensky, il n'aura pas de problème, mais non à Trump? Bien sûr. Alors ça, c'est plus compliqué. Sauf qu'il ne le dira pas franchement. Il le dira. Il faudra qu'il aille ou qu'il n'y aille pas. Vous savez ce qu'il dira? Il dira: je suis prêt à échanger les prisonniers. Je vous propose d'échanger encore 2000 prisonniers ukrainiens et russes. Trump sera génial, etc. Je vous propose d'échanger peut-être une trentaine de gosses. Donc vous pariez que la rencontre n'aura pas lieu? Il peut même considérer vous pariez que la rencontre n'aura pas lieu? Si, la rencontre aura lieu. Ah, elle aura quand même lieu, les rencontres tripartites? Oui. Non, la tripartite, non. Qu'est-ce que vous pariez? Ça, c'est pour le 15. Qu'est-ce que vous pariez? La tripartite. Oui. Vous êtes douane, bouteille de champagne facilement. Là, c'est de la science-fiction, la tripartite. Vous êtes à des étapes, vous êtes à des années-lumière. Là, c'est pour le 15. Déjà, s'il y a une deuxième réunion, s'il sort quelque chose qui permette de faire une deuxième réunion entre Trump et Zelensky, ce sera déjà pas mal. Avant d'avoir une réunion tripartite, là, on est sur un autre état. Et puis, encore une fois, c'est du Trump. Il n'y a pas un Trump, il y a des Trump. Il y a un Trump chaque jour, pratiquement. Là, il faudrait les étiqueter avec la date. Donc, c'est ce que dit Trump aujourd'hui. Et puis, demain, il peut dire exactement l'inverse. Écoutez le ton des Russes, c'est assez fascinant. Effectivement, ce retournement où aujourd'hui, c'est comme si les autres étaient demandeurs et ceux qui devraient être théoriquement parias, en tout cas c'est ce qu'on a dit pendant des mois, sont là à dire oui, mais nous on arrive, mais on est très demandés, puisque disent les Européens n'est pas si important en réalité. Nous considérons les consultations demandées par les Européens comme des actions politiquement et concrètement insignifiantes. Verbalement, les Européens soutiennent les efforts diplomatiques de Washington et Moscou pour résoudre la crise ukrainienne, mais en réalité, l'Union européenne les sabote. Plus loin, de quelle manière les Russes sont en train de provoquer les Européens, on comprend vraiment que dans tout le processus, les heures et les jours qu'on va venir, l'Europe est l'ennemi. L'Europe est clairement leur ennemi. Si on tape sur l'ennemi, ça veut dire qu'on ne va pas taper sur les États-Unis. Sinon, on tape sur les États-Unis. C'est l'ennemi principal, traditionnel, habituel, et alter ego. Donc voilà, les Européens, normalement, ils ne comptent pas beaucoup. Donc voilà, quand les Russes frappent sur les Européens, c'est que ménage des États-Unis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc on est effectivement dans une situation où ils doivent se poser des questions, savoir comment. On parlait de qu'il ne faut pas humilier la Russie, mais là c'est comment ne pas humilier Trump dans cette rencontre au sommet et faire en sorte que Trump puisse dire ok, j'ai réussi à peu près mon sommet. Donc alors ça peut être un cessez-le-feu, après tout, Poutine peut peut-être accepter, ou autre chose, il trouvera une pirouette, quelque chose, effectivement, quelque chose à offrir à Trump, comment s'arranger, mais voilà, on est actuellement plutôt dans un moment où les Américains, où les Russes essaient de ménager un peu Donald Trump. Le terrain commandera une partie du rapport de force. Vous nous avez rejoint, Général Yakovlev. Merci beaucoup. Vous êtes avec nous à distance, mais par l'esprit. Vous êtes là supérieurement. Merci beaucoup, Général Yakovlev. Vous êtes tout près de votre box pour que la liaison soit de bonne qualité. Là, vous êtes dans votre KGB, vous êtes parfait. Ne bougez pas, surtout pas. Et plus sérieusement, merci beaucoup d'être là parce qu'on va beaucoup entrer maintenant dans des images et des informations de terrain de la plus haute importance, puisque à quelques heures de ce sommet, les moindres mouvements de terrain, et on va voir qu'ils vont,
les succès et les insuccès vont dans les deux sens. D'abord, cette avancée russe, d'après l'Institut de la guerre, l'armée russe a réalisé mardi, donc hier, sa plus large avancée en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an. Et tout à l'heure sur ce plateau, Xavier Titelman disait c'est même davantage que ça, alors que sa progression s'accélère depuis plusieurs semaines. Alors, tout ça est relatif. Il faut rappeler qu'ils veulent prendre Pokrovsk depuis des mois et ça ne marche pas. Mais enfin, cette avancée, elle est considérable. On va voir des images. Cette fois, ce ne sont pas des images d'illustration, ce sont des images réelles de l'avancée des troupes russes et de la façon dont ces groupes ennemis qui sont passés derrière les lignes, regardez, sont visés par les Ukrainiens. Expliquez-nous, Michel Goya, ce qu'on voit vraisemblablement ici. Alors on voit des véhicules déjà, hein. C'est peut-être... alors on est du côté de Pokrovsk, hein. Attention, on n'est pas forcément dans la zone de percée de Dobropilya, hein. Mais il y a un effort qui est fait également du côté russe dans cette région de Pokrovsk, qui est juste à côté. Donc ils envoient derrière les lignes des commandos. Oui, alors une grande innovation, on parle beaucoup d'innovation technique, des drones, il y a... Les Russes ont des appuis techniques, ils disposent de la supériorité des bombes planantes, par exemple. Ils ont lancé dans le secteur, plus de 1000 bombes planantes avant de monter leur offensive. Hein. C'est des choses qui écrasent complètement la défense, c'est terrible. Ils sont forts aussi en termes de drones maintenant, ils sont forts en termes de guerre électronique, mais la grande innovation russe de la guerre, c'est l'infanterie. C'est de disposer d'une infanterie nombreuse, qui est à peu près bonne, qui est capable d'infanterie légère, capable de s'infiltrer. Vous savez, le front, en réalité, alors, quand on voit les images, en fait, ça paraît très vide maintenant. C'est-à-dire que c'est pas, en réalité, c'est plus 14-18. C'est un échiquier de petites positions avec des équipes qui sont un peu dispersées du côté ukrainien, du côté russe aussi, et qui sont couvertes par des drones. Bon, et donc la guerre, ça consiste à s'infiltrer dans cet échiquier pour essayer, notamment ce qu'ont fait les Russes, par petites équipes, à pied, en moto, à vélo parfois, pour essayer de s'infiltrer le plus possible, de nuit, de jour, en utilisant le mauvais temps, enfin, pour essayer d'échapper aux drones, pour essayer d'aller le plus loin possible à l'intérieur de cet échiquier, pour aller notamment dans la zone opérateur de drones. Parce que si vous touchez les opérateurs de drones, ils sont obligés de se replier, et donc vous avez moins de drones dans le ciel, et donc vous avez d'autres Russes qui peuvent arriver beaucoup plus facilement, et ainsi. Donc c'est une manœuvre en réalité d'infiltration qui est assez bien faite, hein, qui est assez pointue. C'est très léger, mais c'est, voilà, maintenant la guerre, c'est ça, c'est des petites équipes d'hommes de part et d'autre qui combattent sous drone. Michel Yakovlev, tout à l'heure sur cette antenne, Titelman disait ça, ce sont des troupes très aguerries, sans doute des troupes spéciales, c'est pas le troufion russe de base. Hein. Alors, juste un mot, c'est la 51e armée russe, et la 51e armée russe sont les gens de la province de Donetsk, de l'ancienne république séparatiste. Donc c'est des gens, globalement, qui sont plutôt bons. Qui connaissent le terrain. Et qui surtout connaissent exactement le terrain. Général ? Oui, et absolument, je souscris bien sûr à ce que dit Michel Goya et à ce qu'a dit Xavier Titelman tout à l'heure. Ce que j'en retiens surtout, c'est que ça reste des petits effectifs et des avancées locales. C'est pas la percée de Sedan du 13 mai 40 qui a fait défiler les Allemands sur les Champs-Élysées un mois plus tard. On n'en est pas là, donc c'est du grignotage. Il est efficace. Il s'accélère à un coût quand même conséquent pour les Russes. Il pose de vrais problèmes aux Ukrainiens qui se sont toujours plaints de leur manque de main-d'œuvre et qui le font ressortir encore plus maintenant. Mais ça reste local, ça reste des petits effectifs. Ce n'est pas une percée au sens... Ils ne sont pas encore sur les arrières ukrainiens, et je doute qu'ils y arrivent d'ailleurs. Donc voilà, c'est du grignotage. Poutine aurait voulu une victoire pour le 15 août, bien sûr. Par exemple, Pokrovsk. Il a demandé à ses soldats un dernier effort, la der des der, et on les explose. Clairement, il n'y sera pas le 15 août, ni le 16, ni le 18, ni le 25 d'ailleurs. Mais ils avancent, ils grignotent. Mais cette guerre, depuis la stabilisation du front à l'issue de l'échec des offensives ukrainiennes de l'été 2023, il y a 2 ans, cette guerre est une très lente progression d'une haie à l'autre, d'un côté d'un village à l'autre. C'est pas
des percées, ce qu'on appelle des percées opératives. Puisqu'on parle vous parlez tout à l'heure de narratif russe, hein, Poutine raconte toujours l'histoire de son père qui était des unités du NKVD, qui étaient tous sauf des temps, hein, qui étaient de brutalité folle avec leurs opposants, mais qui pendant la guerre se sont battus contre les Allemands et qui passaient derrière les lignes. Hein. Si c'est le cas, si l'histoire est vraie, on a là ces forces spéciales, c'est une tradition qui existe dans toutes les armées, hein, qui passent derrière les lignes. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, vous savez, il y a des services spéciaux pendant la guerre. C'est ça. C'est les raids de sabotage derrière les lignes. C'est les raids c'est le renseignement militaire, parce qu'en fait, vous pouvez passer les gens qui sont de l'autre côté pour vous donner le renseignement sur l'organisation de la défense et sur les mouvements sur le front de l'autre côté. Et le père de Poutine, apparemment, il a servi dans ces unités-là. Mais on a quand même des doutes, hein, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup d'histoires. Il y a en gros, en fait, on peut changer l'histoire, parce que ça se trouve qu'il était tout simplement dans les unités qui étaient derrière le front punitif. Ça veut dire qu'il fusillait ceux qui voulaient reculer un tout petit peu. Et c'est plutôt ça, en fait, son travail. D'ailleurs, il en a parlé très peu. Mais cette histoire de guerre, je rejoins ce qu'ont raconté le général Yakovlev et le colonel Ligboyer, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas la prise de terrain. Ça veut dire que ce sont les infiltrations sur le terrain, et la prise sera si il y a d'autres unités qui arrivent, qui renforcent, et la logistique qui suit. À ce moment-là, on pourra dire que les Russes dominent sur le terrain. Pour le moment, c'est juste les infiltrations. C'est pas du tout, ils peuvent se retourner. Vous savez, les Ukrainiens, parfois, les laissent passer exprès, parce que si vous tirez sur un petit groupe de Russes qui passe, ça veut dire que le drone russe va repérer votre endroit là où vous vous retrouvez et d'où vous tirez, et là vous allez recevoir les bombes planantes sur votre position. Ce qui fait que les Ukrainiens, parfois, ils les laissent passer pour les liquider tranquillement. Est-ce que c'est une progression? On a bien compris qu'elle est toute relative, et c'est après des mois et des mois, mais Michel Goya, objectivement, quand l'Institut de la guerre dit c'est sans précédent depuis une année, Titelman dit c'est même un peu plus qu'une année, est-ce que c'est un mauvais coup pour les Ukrainiens? Ah oui, c'est un mauvais coup pour les Ukrainiens, bien sûr. Alors le précédent, c'est en gros, après la prise d'Avdivka, qui est déjà un coup dur, hein, pour les Ukrainiens. Il y a eu ensuite une progression très rapide des Russes en direction de Pokrovsk en particulier. Donc là, oui, ça peut, il faut voir encore une fois comment cette bataille va se développer, mais ça peut être extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Je vous dis à vendredi, parce que vendredi, il y a un gros événement. Donc je ferai beaucoup de vidéos pour le moment comme ça, pas en 4K. Par exemple, ils coupent, ils sont pas en 120 PS. Ils ont trois possibilités. Donc n'hésitez pas à vous abonner et parler dans les commentaires. J'aime bien parler avec vous. Donc voilà, allez, à vendredi, et s'il y a un événement demain, je vous fais une vidéo. N'hésitez pas. Allez, bonne soirée, à vendredi.